Impact Business, une émission préparée et animée par Fabienne Lissac. Impact Business, une émission présentée par Icori, le spécialiste de l'immobilier résidentiel. Icori accompagne les grands propriétaires et investisseurs institutionnels dans leurs projets de cession en bloc, vente par lot ou transformation de leurs immeubles. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Impact Business. De plus en plus d'entrepreneurs ont la conviction qu'ils ont un rôle, une responsabilité essentielle dans l'édification d'une économie prospère, juste, respectueuse des limites planétaires. Ils souhaitent passer à l'action pour laisser une empreinte positive sur la société et l'environnement. Ce sont ces dirigeants, ces entrepreneurs que l'on reçoit dans Impact Business. Alors c'est vrai que pour faire face à l'urgence climatique, poursuivre la recommandation du GIEC de limiter le réchauffement global à 1,5 degré, nos sociétés doivent s'engager vers la neutralité carbone. De nombreuses questions restent en suspens. Nulle part dans le monde, les transitions nécessaires ne sont mises en œuvre de manière significative. Alors comment faire passer les pratiques durables et responsables? Comment les faire progresser? Comment avoir de l'impact? C'est notre sujet aujourd'hui et on va s'intéresser tout particulièrement à l'immobilier. Tout de suite, le grand entretien. Selon une étude d'Ipsos, 6 personnes sur 10 estiment que les pouvoirs publics n'accordent pas assez d'attention à la question du logement. On en parle avec Stéphane Imovics, président d'Icori et président de la FIAPSI. Stéphane Imovics, bonjour. Bonjour. Alors, c'est incroyable parce que le rêve d'être propriétaire, il est intact partout dans le monde, mais il semble un petit peu moins accessible aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, petite présentation d'Icori et de la FIAPSI, dont on va parler également dans un instant, si vous voulez bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Bien sûr. Donc, Icori, c'est une société que j'ai créée il y a une dizaine d'années, qui est une société très tournée vers le résidentiel, mais sous des aspects assez différents de celle d'un agent immobilier classique, puisque nos mandants sont essentiellement des grandes entreprises, des grands comptes, des compagnies d'assurance, des institutionnels, des fondations et également des foncières. Voilà, donc les problématiques sont un peu différentes de celles d'un particulier, mais c'est vrai que si nos mandants nous posent des problématiques différentes selon leurs immeubles et selon leur patrimoine, il n'empêche que dans un certain nombre de cas, on peut vendre aussi des immeubles, je pense notamment des immeubles qui étaient en toute propriété qu'on peut vendre lot par lot, peuvent s'adresser aussi à des particuliers, qu'ils soient locataires ou qu'ils soient des accédants extérieurs. Et vous êtes modeste, mais Icori quand même concentre un maximum d'expertise, valorisation, programmation immobilière, audit immobilier, management de projet, sur des projets toujours de manière, dans le but de réduire également l'empreinte carbone, on en parlera. Et puis c'est Icori, 1,2 milliard de transactions blocs signées depuis 2016, donc c'est pas rien. Justement, un point sur le marché immobilier. On a le sentiment qu'en France, en tout cas, le gouvernement aurait pu aider depuis longtemps. On en est où en ce début 2025 en France ? Alors, le marché immobilier a connu un ralentissement depuis la hausse des taux d'intérêt, a connu un ralentissement assez significatif. Assez significatif pour deux raisons. Concernant les grands investisseurs, effectivement, quand vous achetez un immeuble en résidentiel et qu'il vous rapporte 3%, voire un peu moins dans certains cas, et que vous empruntez sur une base de 5%, il est difficile de se dire on va investir dans de l'immobilier résidentiel alors qu'on peut placer son argent ou celle de ses assurés à des niveaux supérieurs dans des obligations ou dans des actions. Donc il est clair que la hausse des taux d'intérêt a eu un impact très fort sur le ralentissement du marché, en tout cas sur le marché du bloc. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne les particuliers, c'est un peu différent puisque la logique d'un particulier, c'est d'abord sa solvabilité par rapport à un investissement quelconque, que ce soit de l'accession ou que ce soit de l'investissement pour plus tard. Et il est clair que là aussi,
la hausse des taux d'intérêt a eu un impact puisqu'on est passé grosso modo de taux d'intérêt qui étaient à moins de 2%. On pouvait emprunter à 1, 1,5, voire 2%. Et on est passé assez rapidement au cours de l'année 2022-2023 à des taux qui étaient supérieurs puisqu'on a frôlé les 4, 4,5. Donc il est clair que ça a ralenti. Maintenant, la situation a quand même évolué depuis la fin du 4e trimestre puisqu'il y a eu quand même des baisses assez significative. La BCE a pratiqué des baisses sur les taux directeurs. De ce fait, ça a eu un impact auprès des banques et nous avons aujourd'hui des taux qui sont beaucoup plus en phase avec ce qu'un particulier est en mesure d'accepter, d'autant plus que le marché immobilier a lui-même baissé en termes de valeur. Point de conjoncture, en termes de blocs, en termes d'investissement résidentiel, on est sur le marché de l'investissement bloc à 3 milliards. Hein, oui. Vous le voyez évoluer comment? 3 milliards, sur le marché résidentiel, le marché de l'investissement résidentiel, ça a baissé par rapport à l'année précédente d'environ 10%. Et surtout, ce marché a évolué parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui aujourd'hui interviennent. Tout simplement parce que le marché de la vente en bloc a baissé assez sensiblement. Hein. Alors, sans faire de généralité, mais on constate qu'il y a eu des baisses qui peuvent évoluer entre 10 et, dans certains cas, jusqu'à 25% selon les immeubles, selon les localisations, etc. Selon également les diagnostics de performance énergétique. Hein. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un des éléments de réflexion de tous les investisseurs. Et de ce fait, on se retrouve avec des différences assez sensibles entre le prix bloc et ce qu'on appelait le prix lot par lot ou le prix à la découpe. Si bien qu'il y a de nouveaux acteurs qui viennent sur le marché qui sont plutôt des acteurs, ce qu'on appelle dans notre langage un peu barbare, core plus ou value add, c'est-à-dire des acteurs qui achètent pour rénover et pour revendre ensuite appartement par appartement. Donc c'est des investisseurs un petit peu différents, même si vous avez un certain nombre de grands investisseurs qui d'ailleurs n'ont pas de recours forcément à la dette et qui de ce fait peuvent acheter avec des taux de rendement qui sont plus faibles, mais avec une potentialité de plus-value plus forte sur le moyen ou long terme. Il y a quand même des bonnes nouvelles, le retour des méga-transactions. Alors, on espère qu'il y aura des méga-transactions. En tout cas, il y a une offre beaucoup plus abondante que celle qu'on a pu connaître ces 2 dernières années. Ça, c'est clair. Et de ce fait, inévitablement, si les offres qui sont proposées trouvent des acquéreurs au prix en question, il y aura de méga-transactions qui risquent d'arriver sur le marché de l'immobilier. La faiblesse des transactions en VFA, c'est un facteur à prendre en compte? Oui, le problème de la VFA est un problème assez différent du reste, puisque il faut savoir que les promoteurs qui aujourd'hui souffrent beaucoup, ces promoteurs ont été confrontés à 2 sujets. Le premier, c'est qu'ils ont acquis du foncier à des niveaux de prix élevés, donc ils l'ont acheté. Et ils doivent assumer cette charge foncière dès le départ. Et par ailleurs, il faut voir aussi qu'on se retrouve avec, sur le plan des normes énergétiques, des coûts de construction des bâtiments qui sont plus élevés. Donc foncier cher plus coûts de construction plus élevé qu'il n'était, ça génère des prix de sortie beaucoup plus élevés et c'est même plus de la marge dont il s'agit, c'est les fonds propres qui sont attaqués. Donc les promoteurs ont plus de mal à baisser les prix, donc c'est plus compliqué. Alors il y a peu de temps, j'entendais le président de la FNAIM, Loïc Quentin, dire qu'il faut faire du logement une des priorités nationales. On ne peut pas dire que ce soit une thématique que le président Macron a beaucoup privilégiée ces dernières années. Vous êtes un acteur important. S'il y a un appel à faire, une demande pour favoriser l'entraînement de ce marché, l'immobilier, le BTP, qui entraîne toute l'économie française, ça pourrait être quoi ? Je pense qu'il y a beaucoup de sujets dans la question que vous posez. Je pense que l'immobilier est un des sujets préférés du français moyen, si vous me permettez l'expression, dans la mesure où les Français ont très envie de devenir propriétaires.
Maintenant, on a besoin aussi d'un secteur locatif significatif. Et le secteur locatif aujourd'hui souffre énormément, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'investisseurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les investisseurs particuliers, c'est eux qui détiennent à 95% le patrimoine locatif. Et ce sont souvent des gens, je dirais, relativement modestes, et ce sont souvent pour eux des compléments de retraite. Donc si vous dites à ces gens, votre logement, il est classé en F ou G, et donc vous n'allez plus pouvoir le louer, ces gens qui sont souvent à la retraite, ont souvent des revenus relativement modestes, vont vous dire, écoutez, dans ce cas, on ne va pas conserver. Au départ du locataire, on va à ce moment-là vendre notre logement. Et ça aura pour conséquence une baisse de l'offre locative. Donc, la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est de se dire, il faut proposer un cadre général, que ce soit sur l'ancien, que ce soit sur le neuf, un cadre général et stable pour l'investissement immobilier en France. Il faut que les pouvoirs publics le comprennent. Être détenteur d'appartements pour les louer, c'est pas de la rente, c'est être un acteur productif et économique pour l'ensemble du pays. Donc ça, je pense que c'est un premier sujet. Donc nous, on a monté avec Bernard Michel, qui est l'ancien président de Gecina, on a monté un groupe de travail qui s'appelle Vivere, et ce groupe de travail milite dans deux directions. La première, faire en sorte que les investisseurs institutionnels puissent revenir sur le secteur résidentiel à travers du logement, notamment le logement intermédiaire, qui est très important parce qu'on a besoin de logements intermédiaires pour loger les classes moyennes en France. Ça, c'est le premier point, avec un certain nombre de mesures qui pourraient être prises. Et le deuxième sujet, c'est essayer de mettre en place un statut du bailleur privé. Et d'ailleurs, la ministre Létard a été largement informée de cette démarche, de façon à ce qu'on puisse permettre à des investisseurs particuliers, qui ne sont pas souvent des rentiers ni des gens très riches, mais qui sont des gens qui sont des acteurs économiques et qui vont permettre petit à petit d'avoir une offre locative suffisante avec des mesures qui peuvent être l'amortissement, des mesures qui peuvent s'appliquer aux institutionnels et qui ne s'appliquent pas forcément aux particuliers. Je le disais en préambule, la volonté de rénovation énergétique, elle a été claire, elle a été lancée. La mise en œuvre est délicate, il n'y a pas assez de diagnostiqueurs. Et dans les attentes des investisseurs et puis dans le résidentiel, vous la ressentez encore. Je dis ça parce que la bascule sur toutes les thématiques ESG au niveau mondial est en train d'un petit peu bouger. Et puis peut-être ça a un coût. Alors, en début 2025, est-ce que voilà, les actifs sur lesquels vous faites des transactions, c'est une dimension qui reste encore prioritaire, le bon bilan énergétique? Bon, je pense que c'est indispensable. De toute façon, on ne pourra pas se passer de ça. Et même si c'est difficile, il faut passer par là. Alors, il faut passer par là avec une modulation des efforts qui sont à faire, de façon à ce que tout le monde puisse petit à petit les assumer. Mais la rénovation énergétique est indispensable. D'ailleurs, parmi les grands propriétaires institutionnels, très rarement il y a des problèmes dans leurs immeubles parce qu'ils ont fait des travaux au fil du temps. Et ils ont des niveaux énergétiques de leur logement qui sont très souvent très satisfaisants. Ou alors ils se font aider par d'autres sociétés. Notre société Icori Project Service a notamment accompagné un certain nombre de compagnies d'assurance dans ce cadre-là. Donc je pense qu'on est obligé d'y passer. Mais il faut moduler les choses un peu pour ne pas brusquer et permettre que les choses se fassent en douceur. Alors, un petit mot de la FIAPSI. Vous en êtes le président également. Et c'est un organe extrêmement important, un périmètre international. Petite présentation et puis les prochaines thématiques, parce que j'ai assisté à vos conférences sur les résidences seniors. Là aussi, ça nous parle à tous. Il y a des besoins immenses. Sur le marché tertiaire et prochain rendez-vous sur le marché immobilier. Toujours très intéressant. Qu'est-ce que c'est la FIAPSI pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, la FIAPSI, c'est une organisation internationale
international. Je précise qu'il a été créé en 1951 à Paris, et Paris était à l'initiative de la création de cette organisation et qui s'est beaucoup développée dans le monde, notamment aux États-Unis, en Asie, en Grande-Bretagne, etc. Et le gros atout de la FIAPSI, le gros atout de la FIAPSI, c'est que c'est une organisation qui regroupe des gens d'origine diverses. C'est-à-dire que vous avez des promoteurs. Tous les profils, c'est vrai. Il y a tous les profils, des promoteurs, des professions juridiques, des agents immobiliers, des institutionnels, des avocats, etc., etc. Si bien que ça fait une espèce de terreau propice à la réflexion. Et moi, j'ai pris la présidence il y a 1 an maintenant, et c'est vrai qu'on essaie de développer des thèmes qui seraient, je dirais, assez divers, mais qui nous touchent tous et qui sont indispensables pour comprendre un peu mieux les marchés tels qu'ils fonctionnent. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on veut absolument travailler avec les autres associations à l'international de la FIAPSI, mais même d'autres origines. On travaille avec l'Institut français de l'expertise immobilière, on travaille avec d'autres organismes. Et d'ailleurs, on espère que d'autres organisations professionnelles, je pense à la FNAIM ou autres, nous rejoindront. Et de ce fait, pouvoir aussi utiliser cette information qui peut être à l'étranger, qui peut être d'origine diverse, pour essayer de faire des analyses et des études complètes sur les marchés, les comparer les unes avec les autres, etc. Donc c'est tout ce travail qu'on est en train de mettre en place actuellement. C'est très bien, vous êtes à la fois au niveau intellectuel, ce brainstorming avec un réseautage, un espace de réseautage formidable pour aborder les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Et vous savez également être au niveau opérationnel. On voit sur le site d'Icori, j'y reviens, une sorte de tuto. On vous prend par la main sur comment préparer sa visite immobilière, comment définir un projet immobilier. C'est extrêmement pragmatique. Merci Stéphane Imovix d'avoir été avec nous. Pour conclure ce petit mot, selon le sondage d'Ipsos, les plus insatisfaits de leur logement actuel dans le monde, ce ne sont pas les Français, 16% d'insatisfaits, 63% de satisfaits, mais les Japonais, 29% d'insatisfaits. Ils ont peut-être un périmètre un petit peu réduit. Merci Stéphane Imovix d'avoir été avec nous. Alors voilà, un entrepreneur qui a réussi en plus de 18 ans à la tête d'Icori. Eh bien, les entrepreneurs, on va en parler dans un instant. Il y a des centaines de personnes qui rêvent d'être chefs d'entreprise, entrepreneurs. Ils ne savent pas nécessairement comment concrétiser leur ambition. Il y a une personne qui sait les guider. On la retrouve dans un instant. Lucie Lebaz, auteur d'un livre extrêmement intéressant. On la retrouve dans un instant. Impact Business, une émission présentée par Icori, le spécialiste de l'immobilier résidentiel. Icori accompagne les grands propriétaires et investisseurs institutionnels dans leurs projets de cession en bloc, vente par lot ou transformation de leurs immeubles. Le chiffre du mois, eh bien, le secteur du numérique représenterait 4,4% de l'empreinte carbone de la France. C'est le chiffre que révèle l'ADEME. Des estimations qui évaluent le secteur data center, réseaux terminaux, qui pèsent pour 11% de la consommation électrique nationale. Alors, elles s'appuient, ces estimations, sur des chiffres de 2022, donc avant l'avènement grand public de l'IA générative, dont on sait combien elle est gourmande en énergie. Donc, toutes les prospectives le montrent. Là où tous les autres secteurs mènent des politiques de réduction, le numérique s'apprête à poursuivre une croissance exponentielle, à suivre de près. Le principal défi, effectivement, c'est d'essayer d'avoir des data centers qui ne consomment pas toujours plus d'énergie. Ce sera le sujet d'une prochaine émission. Et pour le moment, on passe à la deuxième séquence interview et on parle des entrepreneurs.
J'ai peur, mais j'y vais. C'est un livre que vous voyez à l'écran aux éditions Duno. Lucie Lebas, bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être notre invitée. Alors, c'est un livre conçu pour les entrepreneurs, totalement passionnant. Je l'ai dévoré. Vous êtes experte en branding, personal branding. Qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, c'est une bonne question. Le personal branding, c'est cette capacité à se distinguer sur son secteur et à aligner notre identité et l'image de marque que l'on a envie de renvoyer sur soi, sur son activité, et évidemment d'aligner ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Alors vous accompagnez les talents, les entreprises pour créer des marques fortes et singulières. Et si on se résume, c'est un livre pour révéler la star qui est en toi. Donc, chacun est une star, vraiment? On a tous une singularité, on a tous quelque chose à raconter et à apporter de différent. Et c'est ce qui va faire que vous allez sortir du lot et justement briller telle une star. Alors, il y a plein de gens on les croise, qui ont peur de s'exposer, peur de ne pas savoir s'exprimer, peur d'être mal jugé, de s'afficher sur les réseaux sociaux. On a peur de se valoriser. Et vous dites, c'est un frein il y a des opportunités qui nous échappent. On ne parle pas seulement du monde professionnel. Alors non, maintenant je parle dans ce livre, je recadre quand même et je recentre, je contextualise ce frein qu'on rencontre tous à un moment, cette peur d'être jugé, cette peur du LinkedIn faux pas, cette peur parce qu'on ne se sent pas assez légitime pour prendre la parole, alors qu'on a vraiment des choses à dire et on a tous un avis sur son secteur d'activité ou au moins des choses à apporter. Alors, est-ce qu'on est tous experts? Pas forcément, mais on peut tous apporter quelque chose à partir du moment où on aime ce qu'on fait. On n'est pas entrepreneur par hasard. L'entrepreneuriat, c'est un sujet de passion. Et je le souhaite à chacun de ressentir ça de cette manière parce que l'entrepreneuriat est suffisamment difficile et c'est important de ressentir quelque chose de manière passionnelle pour pouvoir surmonter certaines difficultés. Et si on ressent cette passion, cet amour pour ce qu'on a apporté, alors on a des choses à dire. Et comment c'est venu? Parce que vraiment, vos messages, vos conseils sont très utiles, touchent tout un chacun. Il y a une histoire personnelle. Vous n'avez peut-être pas toujours été aussi pimpante, communicante, extraordinaire à l'oral qu'on vous voit aujourd'hui? Alors, en fait, moi, j'ai été salariée pendant plusieurs années avant d'entreprendre. Et cet aspect très communicant, très pimpante, comme vous venez de le dire, je l'avais déjà en moi en tant que salariée. Mais ça m'a été souvent reproché. De sortir du lot, d'avoir la tête qui dépasse, comme je le dis souvent dans le livre. Et lorsque je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, je me suis dit, bon, il ne faut pas que je me loupe, alors je vais un peu plus lisser ma personnalité. Et ça a été une des plus grosses erreurs que j'ai commises il y a maintenant 12 ans. Et j'ai bien vu qu'en fait, en brandissant mes récompenses, mes awards, mes diplômes et mon portfolio, les compétences, quoi, voilà, mes hard skills, on va dire, ça ne suffisait pas à avoir des clients au début. Et j'ai bien compris qu'en fait, finalement, ce qu'on m'avait reproché en tant que salarié était une force en tant qu'entrepreneur. Donc, vous donnez des clés pour s'affirmer, pour incarner sa singularité. Vous dites, faut arrêter de gommer les aspérités. Et donc, pour ça, il est indispensable de déconstruire ses doutes, de s'en libérer. Hein. C'est presque une démarche psychologique. Hein. Alors, en fait, effectivement, pour déconstruire ses doutes, on passe aussi par apprendre à mieux se connaître. C'est essentiel. C'est essentiel pour déjà développer un business de manière beaucoup plus pérenne, pour mieux comprendre les autres, moins prendre ce qui nous arrive et qui ne rentre pas dans nos plans de manière
personnel, lorsqu'un client ne signe pas, lorsqu'on fait un post et que ça ne réagit pas, plutôt se poser des questions de manière très pragmatique et aussi revenir à qu'est-ce que je peux apporter et que je ne dis pas, qu'est-ce que je n'ose pas affirmer et que je n'assume pas et de quoi ai-je peur. Et je pose beaucoup de questions comme tu as pu le voir, je passe au tutoiement. Comme tu as pu le voir dans le livre, j'invite vraiment mes lecteurs à se poser des questions de fond pour en fait débloquer ces freins mentaux que l'on a tous. Hein. Je veux dire, Gérard, voilà, j'allais dire, ces freins mentaux, vous les avez concentrés dans une personne qui est une créature. Gérard, c'est quoi? C'est le mental, c'est une voix dans notre tête qui bloque le passage à l'action, en fait. Exactement, exactement. On a tous une zone de confort avec laquelle on devient familière par une succession d'habitudes. Et cette zone de confort nous mène ou pas vers nos objectifs. Et donc ça, vous avez rencontré quelqu'un, racontez-nous, c'est très bien raconté dans le livre. Oui. Et c'est comme ça que vous, pour l'aider, vous dites tout ce qui la limite, c'est Gérard qui vous parle. Là, hein. C'est comme ça? Effectivement, c'est arrivé en accompagnement et en accompagnant une cliente qui était en reconversion et à qui je proposais de raconter son histoire et puis d'être elle-même sur les réseaux sociaux. Et en fait, ça venait briser tous les schémas et tout ce qu'on lui avait dit. En fait, sur être professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle m'a dit, mais Lucie, je ne peux pas. Et je lui ai dit, mais arrête d'écouter Gérard. Et ça m'est venu spontanément parce que je voyais qu'en fait, elle s'identifiait beaucoup à ses peurs et que ce que sa tête lui disait, elle le pensait de toute manière juste, vraie et comme la direction à suivre. Alors qu'en fait, cette direction à suivre ne l'amenait pas vers les objectifs qu'elle visait. Et ça, c'est des croyances limitantes qui sont installées dans nos cerveaux depuis des années. Il faut les identifier. Et je le dis, pour autant, vous pouvez très bien conseiller quelqu'un qui s'appellera Gérard. Il n'y a pas de souci. Ouais, alors, pour être prêt à briller, il faut être prêt à ne pas plaire à tout le monde, vous le dites. Hein. Oui. C'est pas si facile de mettre le curseur d'un côté. On veut être valorisé, mais il faut être quand on s'expose, les journalistes, on le sait, hein, tout le monde peut critiquer une émission ou quoi. Il faut être capable de s'assumer et de tout entendre finalement. Alors en fait, l'objectif du personal branding, ce n'est pas d'être forcément clivant, ni un provocateur, mais simplement, on a tous un point de vue. Si on fait tomber le masque, on a tous un point de vue sur son secteur d'activité, sur sa profession, sur ce qu'on vit, sur ce que vous vivez aussi dans les coulisses de votre activité. Et ça, c'est intéressant. À partir du moment où vous vous posez la question « Quels sont mes coups de cœur ou mes coups de joie ou mes coups de gueule ?» Eh bien là, il y a des choses intéressantes qui peuvent être partagées. Donc, l'essentiel n'est pas d'être clivant, mais d'être au clair avec le regard et le point de vue qu'on ose partager et assumer. Parce que ce point de vue-là, vous ne serez pas le seul à le partager. Bien sûr, il ne plaira pas à tout le monde. Et c'est pas facile non plus d'assumer que l'on veut être vu, de publier sur les réseaux sociaux, de parler. Parce que parfois, ça passe pour quelqu'un de prétentieux, pour quelqu'un même d'égocentrique, comme le besoin naturel d'être aimé. Alors, voilà, où est-ce qu'on met le curseur? Oui, sauf qu'on oublie qu'en fait, on est des entrepreneurs et qu'en fait, on n'est pas là pour être aimé, mais pour proposer quelque chose d'utile. Et pour proposer quelque chose d'utile, il est important de savoir en parler avec cœur, et avec pertinence, et aussi en apportant quelque chose de différent. J'aime donner cet exemple. Lorsqu'on remonte le temps, il y a 10, 20, 30 ans, comme je l'explique dans mon livre, moi je suis une fille de commerçant. Et mon père donc tenait un commerce et finalement, avec le recul, il avait un excellent personal branding. Il était connu sur tout son arrondissement, sur tout Paris, et non pas parce qu'il faisait de la publicité, mais parce qu'il avait finalement son identité et son image de marque étaient très alignées. Et qu'on l'aime ou pas, en fait, il était lui-même. Et en fait, quand j'entends un entrepreneur dire c'est narcissique, eh bien, ouvre un magasin avec qui a pignon sur rue et mets-toi un sac sur la tête parce que tu penses que c'est narcissique. C'est un non-sens. Donc aujourd'hui, on n'a pas
forcément le réflexe de prendre un magasin pignon sur rue, d'être commerçant, mais on est des entrepreneurs en ligne qui incarnons notre activité et on en est des ambassadeurs. En quoi est-ce narcissique? Est-ce qu'un entrepreneur est narcissique parce qu'il a besoin d'incarner son message et il a envie de proposer une solution à des personnes qui ont envie de l'acheter? Et personne d'autre que lui ne pourra en parler effectivement de manière pertinente. Donc dans votre livre J'ai peur mais j'y vais, hein, vraiment passionnant. Ça s'adresse à tous les niveaux, si je comprends bien. Vous êtes capable de conseiller des gens qui ont déjà une aisance, qui sont très communicants ou moins, mais on a tous des questions qu'on se pose. Et donc ça s'adresse également aux personnes qui tremblent de lever la main en conférence, de peur de dire une bêtise. Hein, aux personnes, il y a des personnes, elles prennent le micro seulement en karaoké. Oui, c'est exactement ce que j'explique dans le livre. En fait, la peur d'être jugé ou de mal faire, en fait, elle est commune à tous les niveaux d'expérience. J'accompagne vraiment, que ce soit des dirigeants qui ont plus de 30 ans d'expérience dans leur secteur, mais qui ont peur de s'exposer, ou bien des indépendants qui se lancent. Et en fait, ils se rejoignent là-dessus. Ils ont peur du faux pas et de ce qu'ils vont laisser derrière eux. Et donc, c'est vraiment intéressant la manière dont vous aidez les gens à développer leur marque personnelle, partager son regard, sa sensibilité. Ça dépasse le « regardez-moi ». Comment ça se croise avec l'évolution de l'entreprise dans le management? On entend cette notion d'équipe. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, selon certains managers, l'équipe, hein, comme une vision allemande du Volk, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas une tête qui dépasse, ou bien c'est une addition de compétences complémentaires, de personnalités complémentaires, et il y a toutes ces histoires de personnes, ces singularités qui peuvent s'exprimer? Alors, ça va dépendre aussi de la culture de l'entreprise et de la place qu'elle laisse à l'expression de leurs salariés. J'ose imaginer qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises encouragent les salariés à se mettre en avant, à incarner des valeurs communes. Je veux dire, lorsqu'on rentre dans une entreprise, j'espère, pour les personnes qui signent un CDD, un CDI, peu importe le type de contrat, qui sont alignés avec les valeurs de l'entreprise. Et de cette manière, s'ils les connaissent, et qu'on leur a bien communiqué, effectivement, c'est une très bonne remarque. Mais à partir de ce moment-là, donc c'est un contrat, donc c'est un pseudo-mariage, et on peut, dans ce cas-là, encourager son équipe. Et je le fais, je forme beaucoup d'équipes à prendre la parole sur les réseaux sociaux de manière honnête, de manière incarnée, de manière utile. Et là, il n'y a pas de place pour le narcissisme. C'est même pas la question. C'est une question d'utilité, c'est une question de brandir nos valeurs d'équipe à partir du moment où on est aligné. C'est amusant parce qu'il y a des gens qui ont réussi, qui sont connus, on ne connaît même pas leur visage. Hein. Banksy, par exemple, l'artiste. Ouais. Donc même l'introverti, vous savez leur trouver des stratégies. Alors, en fait, vous serez étonné du nombre d'influenceurs LinkedIn qui sont finalement assez introvertis parce que, en fait, ça ne leur demande pas d'être au contact direct des gens, mais d'être derrière leur clavier. Donc c'est pour ça que c'est une fausse croyance. Et d'ailleurs, je mets en exergue des témoignages d'experts et d'entrepreneurs reconnus et connus sur leur secteur et qui sont eux-mêmes des personnes qui sont assez réservées. Donc en fait, c'est une fausse croyance et c'est une fausse excuse. Si tout le monde fait du personal branding, on vous écoute. Si tout le monde achète votre livre, bien sûr, ce que je vous souhaite et ce qui va arriver, ma chère Lucie, comment se démarquer? Bien, c'est comme dans une rue de commerçants. Tout le monde peut ouvrir son pas de porte et tout le monde a son identité, tout le monde a sa façon d'être et il y a de la place pour tout le monde. On ne nous a pas vraiment appris à nous vendre, hein, dans les études, mais vous dites le triangle de la loose, on peut le briser. Ouais. Je vous ai bien lu, hein? Ah oui, c'est... Alors, pas le temps de niaiser, vous dites. Effectivement. Et alors, comment mesurer sa marque, hein? On dit, super, j'ai fait tout un travail, j'ai suivi tous les conseils de Lucie Lebaz. Il y a des indicateurs pour mesurer sa marque? Alors oui, de la même manière qu'on le ferait en marketing où on va regarder des datas, combien de clics, combien de likes,
eh bien, là, on va regarder effectivement où est-ce qu'on est présent, qui est notre cible, qui a réagi à notre post et qui nous a écrit par mail ou par message privé en nous disant j'ai beaucoup apprécié votre publication, elle a beaucoup résonné. Ce type de réaction et ce type d'information est une mine précieuse pour mesurer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins et où est-ce qu'on est à l'aise, qu'est-ce qui fait écho aussi à notre audience, puisqu'on n'est pas là pour faire du personaling uniquement entre soi et soi-même, mais on est là pour délivrer un message qui va résonner avec notre audience. Sinon, effectivement, c'est pas un livre, je fais pas un livre sur l'influence pour l'influence, mais le personal branding pour les entrepreneurs. J'entends une musique, on essaie de la reconnaître. Ça nous rappelle notre enfance. Des millions de gens l'ont vu dans le monde, La petite maison dans la prairie. Qu'est-ce que c'était gai. Et Mary Ingalls, elle était parfaite. Elle ne se plaint jamais, elle se plante. Et c'est pour ça qu'on en parle dans votre livre sur le personal branding. Elle en a pas beaucoup fait alors du personal branding, Mary Ingalls. Écoutez, moi quand on me dit La petite maison dans la prairie, pour être franche, je ne pense pas à Marie, je pense à Laura, je pense à sa pain-beige de copine Nelly, je pense même à la mère de Nelly, Madame Olson. Ou au père, Charles Ingalls. Enfin, voilà. J'ai lu une interview et il paraît qu'on lui envoyait encore des tomates, 50 ans après, le rôle des méchantes. C'est génial. Nelly Olson, tellement elle a incarné son personnage. Mais oui, c'est tellement incarné. Et en fait, Marie, on sent... Elle passe inaperçue, elle est même de la même couleur que le paysage en fait, couleur des blés, tout ça. Et au-delà de ça, c'est l'attitude, évidemment, le rôle qu'elle incarne, la met dans une position de je suis là pour faire plaisir et je n'existe pas. Alors vous allez me dire peut-être pour exister, faut pas faire plaisir. C'est pas ce que je dis. Pour exister, c'est important d'assumer qui on est. Donc ça veut dire qui on est défini par nos envies aussi, nos rêves, nos besoins et notre capacité aussi à les exprimer, à poser des limites. Et même si elle fait preuve de résilience, je veux dire, elle devient aveugle à un moment, donc évidemment, c'est très courageux, elle garde le sourire. Eh bien, personnellement, est-ce qu'on s'y reconnaît ? Il vous tombe une tuile comme cette maladie de cécité. Est-ce qu'on a envie de garder le sourire tout de suite, d'un épisode à l'autre ? Eh bien, j'en suis pas sûre. Et c'est ça qui fait qu'on ne s'y retrouve pas et qu'elle ne marque pas les esprits. Et encore un petit mot, pas besoin d'être Cosette pour avoir des choses à raconter. Il y a des gens qui disent qu'est-ce que je dis sur les réseaux sociaux, moi je fais mon marché, je fais pas grand-chose, etc. Exactement. Et là vous dites non, c'est possible. Exactement. Tu sais, lorsque je me suis effectivement lancée dans l'entrepreneuriat, je racontais pas mon histoire parce que je la pensais trop simple. Moi, j'ai pas été battue par mes parents, j'ai pas vécu dans la rue, j'ai pas été violée et merci mon Dieu. Mais ça pas pour autant que j'ai pas de choses à raconter. C'est pas pour autant que j'ai pas un regard ou une opinion à partager et que en plus de ça, avant d'avoir cette expérience et de cette expertise, j'étais même juste simplement passionnée par mon métier, qui est à la base la direction artistique en image de marque. Donc, quoi qu'il arrive, j'avais quand même un questionnement et une envie de creuser à partager. Donc, les personnes qui ne se sentent pas expertes, posez-vous la question de qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous met en joie ? Qu'est-ce qui vous met en colère ? C'est vraiment intéressant. Vous libérez les gens et faire la paix avec soi-même, avec des choses dont on n'est pas nécessairement fier, eh bien, c'est nécessaire pour surmonter ça et être dans une dynamique positive. Bien sûr. Et pour assumer ce qu'on est, l'être humain, la nature imparfaite. La nature humaine est imparfaite. Comme je l'explique dans le livre, je vois beaucoup de personnes gommer des lignes de CV, ne pas vraiment raconter leur histoire, et ils racontent superficiellement leur histoire en pensant que c'est un storytelling. Le storytelling n'est pas « je raconte ma vie ». C'est pas exhaustif. Non, et puis ça n'intéresse personne de raconter sa vie à partir du moment où il n'y a pas quelque chose qui est intéressant pour moi
qui suit une cible ou qui fait partie de l'audience. Donc, où est la transformation ? Qu'est-ce qui a été intéressant et qui m'a fait passer d'un état d'esprit A à un état d'esprit B et qui est incarné aujourd'hui dans une vie. Donc je pense que raconter son histoire de manière transparente et assumée pour les personnes qui changent de job, qui ont été licenciées, qui ont vécu des burn-out, des harcèlements moraux, eh bien, peu importe ce que vous pensez qui n'est pas beau ou qui n'est pas glorieux, ça vous fera un travail très cathartique et vous ne serez pas les seuls, vous allez vite vous apercevoir que vous n'êtes pas seuls et que vous êtes soutenus. Et ça vous fera du bien. Vous allez prendre confiance en vous et vous allez prendre confiance en une histoire qui est juste l'illustration de votre vérité, en fait. Vous étiez ici, vous êtes passé là. Pourquoi gommer ? Merci beaucoup. Ce livre, c'est un tremplin pour surmonter les obstacles, la peur du jugement. Deviens ton propre média. C'est un message qui peut s'adresser à tout le monde. Merci beaucoup, Lucie. J'ai peur, mais j'y vais. Aux éditions Duno, un livre à acheter. Et puis, on parlait de Marie Ingalls. Moi, c'est vrai, j'aurais bien voulu avoir en plateau Charles Ingalls pour ma part, parce que Michael London, il paraît qu'il était exceptionnel. Beau, bien sûr, mais extrêmement créatif dans le scénario. Oui. Il a dû lire votre livre avant même qu'il soit écrit, il l'a incarné, c'était un vrai entrepreneur. Merci beaucoup Lucie Devas d'être passée par le plateau d'Impact Business et tout de suite le reste de l'actualité, on va parler industrie. Comment éviter une sortie de route à l'industrie automobile européenne sans transition ? Le principal défi qu'on connaît en ce moment, c'est la transition vers le modèle électrique d'ici 2035, chronique d'une mort annoncée avec une Europe qui s'impose un deadline de 2035 alors que les moteurs thermiques c'était une expertise française, allemande, européenne. Pour trouver des solutions face aux difficultés rencontrées par le secteur automobile européen, la présidente de la Commission européenne a lancé un dialogue avec tous les acteurs automobiles pour trouver une solution. Et bien, il y a des solutions d'ores et déjà sur le terrain. RCJ était au salon de l'auto. Voilà une start-up plein d'avenir. Quel est son cas d'usage ? Il s'agit de Up & Charge, une société qui effectivement permet de recharger sa voiture électrique. On écoute Marin Champenois, son CEO. C'est une technologie d'induction, on la connaît tous pour les téléphones. Là, c'est pareil, mais on parle de voitures, de bus, de camions ou même de drones. Et l'idée, c'est vraiment, on veut recharger son véhicule électrique, on se gare, on appuie sur un bouton, la bande se lève, comme les plots métalliques aux alentours des zones piétonnes, et le véhicule se charge. Alors, j'ai devant moi une plaque et la voiture est juste au-dessus. C'est aussi simple que ça. Ça existait ailleurs. Quelle est l'originalité dans votre société Up & Charge ? En fait, nous, on a optimisé toute la partie transfert d'énergie. On a 95% de rendement, donc on charge mieux qu'un câble. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on simplifie les coûts d'installation. Là, la borne, en fait, elle ressemble à un dodan. On n'a pas besoin de l'enterrer. Donc, pour un parking extérieur, on peut réduire par 4 les coûts d'installation. S'il n'y a pas besoin de couler un massif en béton, mettre un potelet de protection. Il y a juste la borne à splitter sur le sol. C'est une société française. Comment êtes-vous arrivé à cette innovation ? Ça paraît simple quand on regarde. Alors en fait, c'est très drôle. L'histoire, c'est Guy Flaquière, notre CTO de 72 ans qui avait créé des trottinettes électriques il y a une vingtaine d'années. Il n'avait rien fait à l'époque et là il s'est dit quand même pour l'induction, il y a des choses à faire autres que pour les téléphones. Il a déposé un brevet, il en a parlé un jour à son médecin puisqu'il avait une blessure, il avait été voir son médecin et le médecin a identifié d'autres patients, dont moi et dont d'autres amis à moi après de Centrale, qui sont venus se greffer à l'aventure et c'est comme ça que ça a commencé il y a un peu plus de 3 ans. Qui sont les cibles ? En fait, l'idée c'est d'abord les entreprises, les collectivités, les ministères et juste après, une fois qu'on aura acculturé et démocratiser cette solution innovante, on passera aussi aux particuliers. Enedis, c'est un acteur qu'on connaît bien. Eux, ils ont plusieurs dizaines de milliers de véhicules. Et en plus, c'est un acteur qui est très intéressant parce qu'ils souhaitent optimiser toute la partie énergétique. Donc, heure pleine, heure creuse, le vehicle to grid sur le fait de stocker l'énergie dans les batteries du véhicule, réinjecter dans le réseau. Aussi, l'équilibrage dynamique des bornes dès lors qu'on a plusieurs véhicules qui arrivent en même temps pour pas tout faire péter. Donc, nous, on est vraiment dans cette logique de travailler aussi avec des entreprises qui veulent optimiser tout le volet énergétique parce qu'on en a tous besoin. Alors Marin Champenois, je rappelle, vous êtes le CEO. On a déjà vu des systèmes d'induction, mais là, je vois un système, ça s'élève, un peu comme un accordéon. Vous pouvez nous expliquer, parce que vous dites que c'est un avantage compétitif. Pourquoi ?
En fait, c'est un avantage compétitif parce que c'est grâce à cette solution de montée-baisse qu'on peut atteindre les 95% de rendement. Donc en fait, quand on charge avec un câble, on a de 6 à 30% de perte par charge. Moi, j'ai que 5% avec ce système qui se lève. Et l'avantage, c'est que vous ayez un véhicule avec une garde au sol basse ou très haute, vous aurez le même rendement. Parce qu'en fait, la borne est intelligente et permet de s'adapter vraiment à la hauteur de votre véhicule. Quel chiffre d'affaires, quelle part de marché espérez-vous? Voilà, quels sont les objectifs? Là, l'idée, c'est que sur l'induction, on est les seuls aujourd'hui. Donc, entre guillemets, on ouvre un nouveau marché et on veut la démocratiser pour tous, les plus grosses flottes, mais pas que. Avoir aussi, en fait, un réseau de partenaires, que ce soit des installateurs, produire en France. Ça, c'est super important pour nous, le Made in France. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut pousser là dans les prochains mois. Ça marche pour tous les véhicules. Là, je vois une magnifique Renault, mais si j'ai une Audi ou une Peugeot? Ça marche dès lors qu'on ajoute un kit induction. Donc ça ressemble un peu à un vinyle. Pour écouter la musique, sauf que là on l'intègre sous le véhicule et ça permet comme ça à un utilisateur de véhicule électrique de recharger par câble ou par induction. Combien de temps le chargement? Donc là c'est une borne 22 kW, donc 22 kW c'est 150 km d'autonomie par heure, ce qui veut dire qu'en 2h30, 3h30 max vous êtes rechargé. Impact Business vous fait ainsi découvrir quelques innovations des livres, des dirigeants qui ont une vision de l'impact. Alors merci de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, LinkedIn, merci, et puis Facebook. Merci à mes invités. Et n'oubliez pas, l'impact, c'est à la portée de tous. Impact Business, une émission présentée par Icori, le spécialiste de l'immobilier résidentiel. Icori accompagne les grands propriétaires et investisseurs institutionnels dans leurs projets de cession en bloc, vente par lot ou transformation de leurs immeubles.